musique, c'est aussi du business, c'est du marketing, c'est d'autres choses à côté. Donc, c'est pas que le fait de je kiffe la musique, tu vois. Il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, en tout cas, quand tu veux atteindre certains niveaux. Dis-moi si notre amour s'échappe. Dis-moi si c'est la dernière fois. J'ai tout tenté pour te garder près de moi. Bérédith, déjà, merci d'être là. Merci à vous d'avoir invité, ça fait plaisir. Pour te présenter un petit peu aux gens qui nous écoutent et qui te découvriraient, moi je trouve que ta musique elle a ce côté à la fois festif et mélancolique, souvent, tu vois. Dans tes paroles, il y a autant de désillusion que d'ambition. Et j'ai l'impression, un peu, pour faire un peu la présentation France Inter, tu vois, que tu as un cerveau de rappeuse et un cœur de chanteuse de R&B. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement. Ça te va? Ouais, ça me va, surtout que généralement, les gens ils savent pas forcément me caser. Tu vois, parfois j'entends la rappeuse Bérédith, parfois la chanteuse. Donc en soi, je pense que tu as trouvé le bon mot pour définir tout ça. Ok, justement pour rentrer un peu dans le vif du sujet sur du débat, est-ce que tu es corda ou pas corda avec les étiquettes dans la musique dans notre époque? Oui et non en fait, parce que pour moi la musique, tu vois, c'est comme un lieu, tu te balades, donc tu vas où tu vas aller. Donc en vrai, il y en a qui ont cette étiquette-là parce que ça leur permet de vraiment se caser, savoir où ils veulent, parce qu'ils ne veulent pas forcément aller faire autre chose, tu vois. Donc eux, en vrai, ça les arrange. Moi, ça me dérange pas. Pour moi, que tu fais de la musique, si tu veux me voir en rappeuse, tu me vois en rappeuse, si tu me vois en chanteuse, tu me vois en chanteuse. C'est vraiment comme tu veux. Moi, je sais que je me balade entre les deux univers, donc en soi, l'étiquette me dérange. Il se dit que ses filles sont trop rebelles pour être divines. Je suis à propos de ça, propos de ça. Quand je marche, j'ai ce feeling. Je suis à propos de ça, propos de ça. Dans le Champagne, tu dis avec le temps, j'ai enterré mes peurs. Se lancer dans la musique, quelque part, c'est entreprendre un peu aussi, tu vois. Donc c'est non seulement il faut affronter le regard des autres, mais aussi le regard qu'on a soi-même sur soi et sur sa capacité à créer un avenir pour soi, quoi. Exactement, je suis d'accord avec toi parce que comme j'ai toujours dit, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas commencé la musique dès 2017, c'est que quand tu fais de la musique, en tout cas moi comment je l'aperçois, il faut aussi l'assumer et ça c'est autre chose et les gens se rendent pas compte, tu vois, que tu sois timide ou pas timide, bah, une fois que tu fais du son, si tu as la chance pour performer, il faut pouvoir le communiquer à d'autres personnes et c'est un exercice qui est très compliqué et c'est pour ça qu'on s'entraîne, tu vois, même les plus grands artistes, tu le vois, ils s'entraînent. Ouais. Donc je pense que ouais, comme tu dis, c'est entreprendre et c'est un sacré taf en fait. Faut s'assumer, faut se dire ok, je le fais et je vous montre. Ok. Et c'était quoi les peurs du coup concrètement? Bah franchement c'était ça. La timidité? Ouais. Okay. Maintenant je suis plus réservée que timide. Moi Okay. au départ j'étais vraiment timide. Je me disais il va falloir que je performe, il va falloir que parfois aussi j'explique le morceau, il va falloir que je le chante, il va falloir que je fasse face aussi aux gens qui vont pas forcément adhérer à ce que je fais. Parce que c'est ça aussi la musique. Il y a d'autres personnes qui vont te faire des remarques constructives. Là, tu auras de la chance. Il y en a d'autres qui vont juste faire des commentaires et ce ne sera pas forcément constructif. Donc, il faut aussi les encaisser. Il faut les écouter. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais un peu peur, tu vois. Je pense que c'est ça. Ouais. Et dans Blue, qu'on vient d'écouter, ouais. Tu t'auto-proclames un peu, entre guillemets, hein, en mode ego trip, mais comme la nouvelle sensation, celle qui dérange, tu vois. Et justement, il y a de ça aussi, le fait de déranger. Et c'est important pour toi, quand tu es artiste, justement, de déranger les choses chez les gens? Pas spécialement, mais je pense que ça se fait naturellement. Ok. C'est quand tu fais du son, parfois, il y a des gens qui adhèrent à ton message, qui avant adhèrent à ton message, et quand tu vas pop-up, bah, ils vont se dire, mais en fait, ils vont trouver le défaut, tu vois. Donc je pense que moi, j'ai pas forcément le sentiment de déranger, au contraire. Je pense que c'est rare, mais ouais. Tout le monde peut adhérer et tout, mais forcément, quand tu commences à pop-up, quand tu commences à juste t'assumer, parce que parfois, ça bloque pas forcément, mais juste le fait que tu assumes et que tu prennes conscience de ce que tu fais, que tu dis certaines choses, que ce soit dans tes sons ou en extérieur, bah forcément, y a des gens qui vont être en mode, ah ouais, bizarre. Ouais. Donc, moi, c'est pas quelque chose que je veux faire, mais c'est quelque chose qui vient naturellement, en fait. Ok. Je pense. À toute échelle, d'ailleurs. Ouais. À toute échelle? Ouais, quelles échelles du coup? Que tu sois un artiste underground, mainstream, de toute manière ça va arriver. Parce que les gens ont tendance à dire à penser que c'est que quand t'es mainstream. Mais je peux te dire que quand t'es underground, enfin la scène que je touche, même des artistes que moi je connais maintenant, qui sont plus grands, ça dérange forcément. Au bout d'un moment, t'entends des choses, tu vois des choses, tu vas en soirée, tu sais que ça dérange. Donc même quand t'es underground, t'es encore entre grosses guillemets personne, tu déranges quand même. Tu peux déranger du moins. Ta nouvelle sensation, oui, je suis celle qui les dérange. Oui, j'aime le bif, mais même dans les billets, j'aime mes préférences. Ouais, tu verras. Au-delà de déranger des personnes privées dans les petits groupes, etc., ou une partie du public qui va être curieux, etc., il y a aussi le fait de déranger les codes. Et justement, je pense, si on fait la comparaison, tu as fait le parallèle un peu entre les artistes mainstream et les artistes underground,
moi je crois que c'est les artistes underground qui vont bousculer les codes et que les artistes mainstream vont au final reprendre, vont faire de la musique grâce aux barrières que des artistes plus underground vont réussir à casser aussi. Tu vois. Ça se voit même à travers certaines collaborations parfois que tu trouves insolites où tu te dis ah ouais ils ont fit et tout. Ouais. Mais c'est ça. En vrai, on repart toujours à l'essence du fait que la musique c'est un monde mais tout se touche. Tout se touche. Parfois tu fais du son, tu as vraiment l'impression que c'est qu'un petit public, une fanbase que tu te connais, un public que tu te connais qui écoute ta musique, mais je peux te dire parfois il y a des grands artistes qui écoutent ta musique, il y a des artistes qui parlent de ta musique, que toi-même tu kiffes et tu t'en rends pas compte. Donc à la fin en vrai il y a cette barrière existe, c'est vrai. Mais à la fin, je peux dire ta musique quand tu voyages, que tu sois underground, que tu es sans auditeurs par mois ou quoi, je peux te dire que ça voyage. Pour moi, souvent, ce qui fait un ou une bonne artiste, c'est le côté paradoxal ou la dichotomie dont il peut faire preuve, tu vois, qui peut justement déranger certaines personnes, mais qui en vérité est sûrement la force de chaque artiste, tu vois, parce qu'il a un combat intérieur. Toi, il y a ce côté... cette passion pour l'amour et en même temps ce thème de la rupture qui est tout le temps présent. Il y a ce côté, il y a des rythmiques assez froides et finalement une voix qui vient rapporter de la chaleur dans les morceaux. Et je trouve que ça se relate bien dans le clip de Jamais où on a l'opposition entre le rouge et le bleu. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que représente le rouge? Qu'est-ce que représente le bleu? Pour moi, le rouge, c'est la sensualité, c'est la nuit. Et le bleu, en vrai, je pense que le bleu sera toujours présent dans ma musique parce que je sais pas, c'est une couleur qui m'a toujours attirée. C'est d'ailleurs un des morceaux de mon projet, mon ancien projet Aura. C'est la couleur de mon ancienne cover. Et pour moi, je pense que les deux couleurs s'opposaient bien. Et le rouge, c'est un renouveau, je pense. Dans ma carrière, dans la manière dont je fais la musique, dans ma musique. Et ouais, pour moi, le rouge, c'est la nuit. Parce que la nuit, c'est très important pour moi. C'est la nuit, c'est la sensualité, au vu des paroles même de Jamais. Et c'est toutes les zones d'ombre. Il y a tellement de rouge que tu peux vraiment jouer avec ça, tu vois. Donc pour moi, ouais, le rouge, c'est surtout le renouveau et assumer une partie de ma sensualité que j'assumais pas forcément de la même manière dans mes anciens morceaux, je pense. Ouais, c'est ça, du coup, il y a ce truc de devoir assumer ses propres paradoxes, tu vois. Et effectivement, pour bien pouvoir le communiquer au public, je trouve que c'est important d'avoir son propre style, quand même, une espèce de direction artistique à laquelle on peut se raccrocher malgré... les plein de sujets vers lesquels on va quand on est artiste. À quel moment tu as conscientisé cette partie-là? Je pense que c'était juste quand j'ai changé mon processus musical. Et je pense que ça s'est fait tout seul. Parce que dans mes derniers morceaux, ce que les gens vont entendre et ont déjà commencé à entendre avec Spécial et avec Jamais, c'est que c'est encore plus personnel qu'avant. Donc je suis un peu vers le même monde, le même type d'ambiance dans les morceaux. Donc je pense que c'est à ce moment-là. Ok. Je pense que c'est à ce moment-là. Et de quoi tu as eu besoin pour mettre ça en œuvre? De quoi ou de qui, tu vois? Déjà, de moi, prendre conscience de certains trucs. Ouais. Déjà, parce que tout part de... Même quand tu as une équipe, tout part de l'artiste qui fait le son. À la base, tu vois, s'il veut pas bosser, s'il est déconcentré ou quoi, ça peut pas aller. Donc je pense que c'est déjà de moi, une certaine maturité, une certaine prise de conscience de comment je voyais les choses. Et après, c'est l'entourage. Tout simplement, on veut tous aller à un level différent. Il faut savoir que moi, les personnes qui composent mon équipe, dont par exemple ma styliste et couturière, elle aussi, elle a sa carrière à côté, tu vois. Mais on finit toujours par se retrouver. Donc je pense que c'est ça, en fait. C'est juste une prise de conscience de tout le monde. Écoute, là, on veut atteindre un niveau au-dessus, on veut faire autre chose, mais en même temps, on veut pas forcément que ce que tu fasses soit éparpillé. Donc fais ce que tu as envie de faire, mais oublie pas que tu as cette petite ligne-là aussi. Comment... Tu vois, c'est une question que beaucoup d'artistes ont l'air de se poser, tu vois, dans le milieu indépendant ou quand on démarre, etc. Comment, toi, tu as réussi à t'entourer des bonnes personnes? Tu vois, comment on les choisit? Comment on les convainc? Comment l'alchimie se crée? Comment on prend les bonnes décisions avec eux? Pour le coup, tu n'es jamais sûr des bonnes décisions. Dans mon cas, en tout cas. Je pense que c'est parce que je suis quelqu'un de très pessimiste. Mais par exemple, pour ma nouvelle équipe, c'est tombé sous le sens, on va dire, parce qu'on se connaissait déjà depuis longtemps. Donc en fait, dans les deux équipes que j'ai eues, c'est toujours des personnes que je connaissais depuis longtemps à la base. Et en vrai, tu le sais à travers le travail. Tu vois, par exemple, Jamais, c'est la première production avec ma nouvelle équipe et j'en suis vraiment très très fière. J'en suis très fière, j'ai des bons retours, j'en ai même eu un de ma maman il n'y a pas très très longtemps. Donc je pense qu'en vrai, tu le sais quand le premier travail d'équipe sort. Et quand tu bosses avec eux, quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous avez des idées différentes, vous arrivez quand même sur un point central, tu vois. Mais moi, je pense qu'en vrai, tu le sais, mais à 98%. Il y a toujours les 2% de doute, en tout cas chez moi. Mais en vrai, pour t'entourer, il faut aussi voir les objectifs de chacun. Ouais. Je pense qu'à la base, on a
t'as ta personne dans le groupe et t'as ta personne à l'extérieur du groupe. Et ça aussi, il faut que les gens le comprennent, c'est qu'une personne, elle peut se donner à 100%, mais il faut savoir qu'elle a aussi peut-être des projets à côté. Et je pense qu'il faut aussi savoir où tu veux aller. Est-ce que tu es prêt à sacrifier certains trucs dans tes projets personnels pour bosser pour le projet de quelqu'un d'autre? Si t'es pas prêt à ça, bah là, c'est une autre problématique, tu vois. Donc je pense que c'est ça, il faut se questionner, il faut avoir une très bonne communication, mais ça, c'est comme tout dans la vie. C'est comme tout dans la vie, il faut pas avoir peur de se dire les choses. Et après, je pense qu'il faut aussi un peu d'amour. Tu vois, moi, je me vois pas bosser avec des gens dont je suis pas très, très proche. C'est comme ça, c'est parce que j'ai une certaine éthique, j'aime bien être entourée des gens que je connais très bien. Donc moi, j'ai besoin de ça aussi, une proximité que je connais, je te connais, je connais tes codes, je sais comment tu fonctionnes. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas. Okay. Et tu as déjà été justement à l'inverse, vraiment seul, peut-être au début, tu vois, dans la production de ta musique, la réalisation des clips, etc., enfin, dans un certain point. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que tu serais capable, en tout cas, de faire seul? J'ai jamais été solo parce que déjà, la manière dont j'ai commandé la musique, c'est par quelqu'un qui m'est très cher, qui m'a fait débuter la musique, qui m'a dit, écoute, arrête d'avoir peur. Donc déjà, j'ai jamais fait de solo. Mais en vrai... J'aime beaucoup mon équipe, je peux vraiment me reposer sur elle, mais je pense qu'il y a des trucs que je peux faire solo. Bah, tu sais, la DA de Jamais, en vrai, quand j'ai posé Jamais, déjà de base, j'avais déjà mon idée dans la tête. Donc j'avoue, sur le coup, je leur ai un peu imposé en mode écoutez, j'ai commencé le moodboard, j'ai ça, je le vois comme ça, comme ça, comme ça, j'ai cette image, la tenue, je la vois comme ça. Donc en vrai, je pense que même solo, je pourrais faire certaines choses, mais à plusieurs, c'est mieux. Mais même solo, il y a des trucs que je fais déjà un peu solo, que je fais déjà dans mon coin et tout, tu vois. Mais je me pose pas non plus 36 000 fois la question parce que je pense que moi, j'ai des objectifs que je veux atteindre qui nécessitent une équipe. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mise en tête que oui, c'est des trucs que je peux faire seule, mais à plusieurs, je vais y aller plus rapidement. Donc, en fait, je me pose même plus la question de est-ce que je peux le faire seule. Je sais que je peux le faire seule, c'est sûr, mais en équipe, c'est mieux. Et en plus, je peux apprendre pour moi-même à travers l'équipe, tu vois. Donc en soi... C'est clair. De toute façon, l'équipe est censée être au service du projet que toi, tu as en tête. Plutôt que de son propre truc aussi. Tu vois. Après, elle peut faire les deux choses en même temps, tu vois, mais il faut savoir le faire. Et c'est pas tout le monde qui sait le faire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à se focus sur plusieurs projets en même temps et se donner de la même manière, et d'autres qui n'y arrivent pas, et c'est pas du tout un défaut. Hein. Ok. Et avec tout ça, parce que tu vois, même si tu es entouré, tout ça, le fait de faire de la musique, etc., c'est un temps de ouf. Tu vois. Comment est-ce que tu évaluerais, autant financièrement qu'en termes de juste de temps, le coût en fait, d'être artiste? La dernière fois, j'avais compté, c'était avant Jamais. Je crois qu'on était à minimum 5K. Ouais. Après, moi, quand tu bosses avec quelqu'un, finalement, ça se passe très bien. Moi, j'ai l'habitude de rester avec la personne. Donc, au niveau du studio, je sais exactement combien ça va me coûter. Je sais combien d'heures je vais y passer. Donc, je sais directement quel sera le prix de la session parce que mon ingé, il me connaît, il connaît ma voix. Donc, en soi, je pense que c'est cher. Ouais. Ça coûte cher. Mais ouais, minimum 5K et tout est une question d'organisation, je pense. Et tu comptes ou pas? Oui, tout le temps. Maintenant, oui, même si je bosse en équipe et que du coup, au niveau de la production, je suis allégée, je compte tout le temps. Parce que c'est des frais, même si ça ne sort pas forcément de ma poche, ça sort de la poche de mon équipe, de quelqu'un d'autre de mon équipe. Et on est une équipe, donc forcément, c'est comme si ça me concernait, c'était mon porte-monnaie, tu vois. Donc ouais, je compte tout le temps. Ouais, c'est important. Ouais. Je sais que tu fais t'as fini tes études de droit, c'est ça? J'ai fait une pause, je les reprends en septembre. T'as fait une pause justement pour pouvoir te consacrer vraiment à la musique? Exactement. Okay. Et ça donne quoi du coup? En toute honnêteté. Ça se passe bien. Ouais. Là, ça se passe bien. Après, il y a toujours, comme je t'ai dit, j'ai arrêté les études, mais je travaille encore à côté. Ouais. Et j'ai toujours fait. L'année dernière, c'était ça. C'était études, travail et musique. Cette année, bon, c'est que musique et travail, mais ça me prend quand même énormément de temps. Après, il y a la vie personnelle qui fait que, tu vois, il y a des événements qui font que, mais ça se passe mieux. Genre, je trouve que même au niveau de ma tête, je suis plus allégée. J'ai moins le stress de me dire, oh là là, faut que je fasse mon TD, faut que je révise, faut que truc, tu vois. Donc ça se passe quand même mieux que les années précédentes. Et du coup là tu te vois reprendre ou tu te dis non c'est bon là, ça va être la musique hein. Bah franchement pour dire la vérité je me vois pas forcément reprendre. Ouais. Parce que le schéma scolaire surtout avec les conditions qui ont été amenées par le Covid c'est très compliqué, surtout par rapport aux études que je fais. Donc t'as l'impression que chaque année, chaque semestre t'as des nouvelles règles. Donc en vrai quand je pense à l'école je suis un peu en mode oh là là c'est vrai que là on arrive en mars, septembre je fais le calcul très vite. Donc j'avoue j'ai pas trop hâte de reprendre mais je préfère pas y penser. Je crois que je préfère mettre de côté pour pas me hanter. Donc je mets de côté. Ok. Et du coup, tu faisais du droit
C'est ça. Peut-être tu vas être l'une des seules artistes qui sera jamais fait douiller par des contrats chelous dans la musique et tout. C'est une question de spécialité après. C'est ce que j'allais te demander. C'était en rapport avec, je sais pas, la propriété intellectuelle ou des trucs comme ça ou pas spécialement? Non, pas encore. Je suis pas encore à ce stade-là. C'est en 3e année quand tu te spécialises. Forcément, j'ai des petites notions qui m'aident un peu plus. Ouais. Après, j'ai de la chance d'avoir des potes qui sont juristes. J'ai même de la famille qui est aussi dans le droit. Donc ça m'aide au-delà de ça, au-delà de mes études à moi. Donc ça aide un petit peu, mais pas tant que ça en vrai. Enfin, t'as l'impression d'avoir déjà pris des douilles justement? Non, pas encore. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à un level où on peut se faire douiller. Pour le moment, hein, de ce que je vois, des rendez-vous qu'on a eu, des trucs comme ça. Et autour de toi, justement, il y a forcément des artistes. Sûr. Alors je dis pas qu'il y en a forcément un qui se fait douiller et que ça arrive forcément. Ouais. Mais je pense tu vas forcément entendre des trucs. Ouais, je pense pas une question de douiller, c'est une question de savoir est-ce que ce qu'on te propose, est-ce que c'est le projet adéquat pour toi. Ok. Donc, je pense Donc ça, c'est le côté artistique des choses. Je pense que c'est plus ça, de se dire est-ce que ce qu'on t'a montré, est-ce que tu es à l'aise dedans? Est-ce que tu as tous les outils? Est-ce que tu te sens mieux maintenant que tu as fait cet arrangement-là, que tu as accepté ça? Je pense que c'est plus ça. Après, il y en a qui se font vraiment douiller, c'est vrai. Il y en a qui, je pense, on leur a peut-être vendu du rêve ou ils n'ont pas eu justement les gens autour pour leur dire, ou peut-être qu'eux-mêmes en fait se sont bridés, on se dit écoute non ça me concerne moi donc je prends ma décision en solo. Donc je pense qu'il y a des cas où tu te fais douiller, c'est vrai, et puis il y en a d'autres où c'est juste on t'a proposé quelque chose qui ne correspondait pas et sur le coup tu l'as pas vu, tu vois. Du coup c'est important, j'ai l'impression pour un ou une artiste de comprendre aussi sa propre valeur, tu vois, face à un label ou face à d'autres gens avec qui tu vas taffer, pour savoir quel investissement eux ils doivent mettre, parce que toi aussi t'as une valeur qu'il faut défendre. Après ça, c'est une question de confiance, je pense, parce que parfois, t'as pas envie de te surestimer. T'as pas envie de te surestimer parce que tu peux tomber de haut, mais aussi, il faut savoir qu'il faut pas se sous-estimer. Si au bout d'un moment, on te propose quelque chose, c'est qu'on a vu quelque chose en toi. Et le mieux, c'est surtout quand... Je pense que pour un artiste, ça fonctionne encore mieux quand t'as réalisé toi-même avant. Quand tu t'es dit, OK, je vaux ça, je pense que je peux aller là, je pense que je peux apporter ça. Donc, si tu me proposes ça, il ne faut pas que ce soit en dessous de ce que je veux et ce que j'estime mériter. Donc, je pense que c'est d'abord une prise de conscience en amont, en fait. C'est une prise de conscience en amont. Mais c'est vrai que c'est très important de se dire... Après, c'est compliqué de dire qu'est-ce que je vaux, en fait. Après, il ne faut pas forcément chercher à quantifier ou à rentrer dans ce truc-là. Mais malheureusement, c'est une part de la musique. La musique, c'est aussi du business, c'est du marketing, c'est d'autres choses à côté. Donc, c'est pas que le fait de « je kiffe la musique », tu vois. Il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, en tout cas, quand tu veux atteindre certains niveaux. D'où l'intérêt aussi peut-être d'avoir une équipe qui va avoir du recul et pouvoir avoir ce côté cynique que peut-être c'est important de laisser l'artiste ne pas gérer, quoi. C'est vrai, même quand par exemple on te propose quelque chose, toi parfois en tant qu'artiste, quand ça peut être des personnes de ton entourage ou pas du tout, t'as un peu peur de dire non. T'as envie de dire oui à tout même. Tu sais pas trop comment faire, alors que tu sais que le projet te chauffe pas forcément, mais tu dis je les connais, tout ça. C'est bien aussi d'avoir une équipe qui se dit écoute, c'est pas personnel, c'est du business, c'est pas personnel. Juste, là, voilà, on ne le sent pas forcément pour Bérédith, on ne le sent pas pour ça. Malheureusement, on va devoir dire non, tu vois. Et je pense que c'est bien d'avoir une équipe qui fait ce qu'on peut appeler le sale travail derrière toi, mais pas du tout, en fait. Juste, c'est ta parole. Toi, il faut que tu sois focus. Je pense que pour mieux avancer, et c'est vraiment ce qu'on me dit tout le temps maintenant, c'est focus-toi sur ta musique, Bérédith. C'est vrai qu'à chaque fois, tu te prends la tête sur le coup des choses. Focus-toi sur ta musique. Mets-toi bien, mets-toi en condition, le reste, on gère. Vraiment, le reste, on gère, sinon, ça ne sert à rien d'avoir une équipe, en fait. Justement, parlons musique. Là, tu as sorti ton dernier single en date, c'est Jamais. C'est ça. Qu'est-ce que ça annonce pour les prochaines étapes? Déjà, je pense qu'au niveau même de l'image, ça annonce, on a pas une prise de conscience, mais là, on vise d'autres choses. Avec Jamais, en plus, on a fait entrer un nouveau concept qui est l'expérience. Parce qu'en fait, Jamais n'est pas un clip. Jamais, c'est pas un clip, c'est un visualizer que nous, on a préféré porter au nom de l'expérience. Parce qu'en fait, quand on a vu l'image, le rendu, on s'est dit, en fait, on est trop fiers. Et ça peut pas être juste un visualizer. Même si un visualizer, c'est pas minimisé. On n'essaie pas de minimiser ce concept-là. Mais on veut vraiment qu'on rentre dans un autre truc, tu vois. Si c'est pas un clip qu'on proposera, si c'est pas juste un single, ce sera une expérience. On veut que vous entriez vraiment dans notre monde et qu'au-delà des paroles, que l'image vous captive, en fait. Donc, je pense que Jamais, ça annonce déjà un step-up au niveau du visuel. Ça, c'est sûr. Au niveau des paroles, rien de nouveau, rien de changé. En vrai, quand tu fais du son, tu grandis à travers ta musique et je pense que c'est ce qui se passe. Et ça, depuis déjà spécial sur le projet du beatmaker d'AnSSV, on a j'ai une autre manière de délivrer mon message. Donc, je pense que c'est surtout au niveau visuel que là, on va montrer qu'on entre dans une nouvelle ère. Ok.
Ouais, c'est intéressant que tu parles de ça et notamment de la séparation entre le visualizer, le clip et toi, un peu l'entre-deux de l'expérience. Parce que juste après, on va avoir cette discussion avec 99 qui est réalisateur. Et c'est notamment une des questions qu'on va vraiment mettre sur le tapis, en mode à quel moment c'est vraiment nécessaire de faire des clips à proprement parler et qu'est-ce qu'on peut proposer aussi visuellement, esthétiquement, sans forcément aller jusque-là, par exemple en termes de budget, tu vois, tout simplement. Ok, et du coup, un EP peut-être qui va compléter le premier. Bien sûr, l'EP, j'y pense, mais je me prends pas trop la tête parce que la manière dont j'ai envie de le construire sera vraiment différente du premier. Le premier, c'était une autre thématique. C'est par exemple, il y a des sons comme à propos de ça qui étaient présents dans ma petite bibliothèque de morceaux avant l'élaboration du projet en tant que tel. Donc sur ce projet-là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je me dis qu'il va venir comme il va venir. Je vais faire les sons. Après, j'ai une petite image du monde sur lequel je veux l'emmener, de la couleur prédominante, tout ça. Mais je ne veux pas trop me prendre la tête. Je vais préparer quelques trucs en amont, histoire d'amener un peu les gens sur ce nouvel univers, ce nouveau truc. Et après, on verra. Ok. Et l'objectif ultime pour toi, en tant qu'artiste, ce serait quoi, à ton avis? De toucher une fanbase qui quitte un peu la région parisienne. Ok. Franchement, qui quitte réellement la région parisienne, qui touche un peu aussi... carrément d'autres horizons, donc peut-être l'Angleterre, c'est ce qu'il y a de plus proche. Après les États-Unis, on verra, mais déjà l'Angleterre, tout ce qui est la scène un peu anglaise, tout ça. Mais pour moi, c'est ça l'objectif, c'est vraiment porter une fanbase plus haut que ce que je connais, aller performer ailleurs, et qu'en soi, on se demande plus ou qu'on se dise plus, c'est qui Bérédith, tu vois. On se dise, ah ouais, en fait, j'ai déjà entendu un truc de Bérédith. Ah, c'est elle, ok, je vais voir ce qu'elle fait. Donc pour moi, c'est ça mon objectif, c'est que la marque, en gros, le marque, parce que je parle de toute l'équipe qu'il y a derrière, ça boom en fait. Mais j'ai pas de projet autre tel qu'une signature ou quoi, ça vient quand ça vient. On n'est pas pressé, tu vois. Si on nous propose un truc intéressant, pourquoi pas. Sinon, on peut très bien faire les choses pour l'instant comme on les fait actuellement et voilà. Et du coup, principalement, l'enjeu pour cet objectif, ça m'a l'air d'être la scène, le fait de performer, oui et non, parce que une chose dont je suis plus reconnaissante, je pense, c'est que j'ai toujours eu des scènes. Faut savoir que la première scène que j'ai faite, j'avais sorti un morceau, c'était Rex. Et que j'ai sorti Mamie quelques jours avant la scène. Donc la scène, c'est comme si... Enfin, c'est un cadeau que j'ai toujours eu. Et donc je serais vraiment à jamais reconnaissante parce que c'est pas tous les artistes qui ont la chance de se dire, à tous mes débuts, on me propose des scènes, tu vois. Et du coup, je suis assez contente. Donc non, c'est pas forcément perform, c'est plus... c'est perform, mais perform ailleurs. C'est perform ailleurs, me dire que à Lille, on a une petite fanbase. À Reims, on a des gens. Même dans le sud, on a des gens. Pourquoi pas même aller à Londres, peut-être que... Donc, je pense que c'est plus de ce côté-là. C'est pas la scène à proprement parler, c'est plus la localisation des scènes, je pense. Ok. Mais c'est tout ce qui est autour. C'est la scène, c'est même le fait d'être écouté ailleurs. C'est de se dire que voilà, t'es pas que connu en région parisienne. Ouais, c'est le concept aussi, juste d'avoir des gens capables de se déplacer d'un peu partout. Ok. L'interview va toucher à sa fin, cette partie-là en tout cas. Pour conclure, nous, chez Newton, tu as peut-être vu un peu notre slogan, c'est les chiffres mentent pas la qualité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que ça t'évoque, même que tu sois corda ou pas corda avec, mais... Donc les chiffres mentent pas la qualité. Que de toute manière, on le verra. De toute manière, ça va se voir. Mais qu'après, la notion de chiffre ne veut rien dire. Parce que tu peux faire des petits trucs, tu peux faire des projets avec un petit budget. Et c'est juste la créativité des personnes qui vont parler. Parce que moi, je sais que jamais on avait notre idée, on avait ça. On a rencontré le propriétaire du studio, on a tourné tout ça. Et c'est vraiment la créativité des deux personnes qui étaient derrière la caméra, donc Ruben et Denki, à qui je fais de gros bisous, qui a fait que, parce qu'en fait, quand tu as une équipe, tu as un budget, ok, tu pars d'une chose, mais que l'équipe a des idées, des propositions, là, on parle plus de chiffres. On parle juste d'art, à proprement parler, et de se dire, ok, en fait, tu me payes tel, tu m'as payé pour tel boulot, mais moi, j'adhère à ton projet. Donc, en fait, je vais au-delà de ça, tu vois, c'est pas, par exemple, c'est comme un service que je rends, une prestation, tu vois, tu demandes à quelqu'un, écoute, j'ai besoin de toi pour faire le ménage pendant 2 heures, et la personne, peut-être, au bout de 2 heures, elle aura pas fini, elle va se dire, moi, je me casse. En fait, non, c'est pas ça, c'est vraiment se dire, on s'en fout, tu vois, j'adhère au projet, je le fais. Et après, il y a des gros trucs il y a des trucs qui sont, qu'on peut pas bouger, on va pas se mentir. Quand tu as certains appareils qui coûtent plus cher, forcément, la qualité, elle est meilleure. Donc, ça aussi, c'est une réalité qu'il faut comprendre. C'est que c'est vrai que tu peux faire des gros trucs avec des petits moyens, mais parfois, les gros trucs se font avec des gros moyens. Et c'est pour ça, en fait, que quand tu mets plus d'argent, ça marche mieux. Mais je pense que c'est plus l'utilisation du budget, même de l'appareil, qui va faire que... Donc, moi, j'adhère au slogan. Ok. J'adhère au slogan, carrément.
Et justement, la qualité, un petit peu la capacité, enfin ta capacité à faire adhérer les gens à ton projet, c'est peut-être ça qui va faire qui va les faire se déplacer dans telle et telle ville. C'est ça, je pense que c'est la manière dont tu délivres le projet. Parfois, ils vont même être curieux et dire je connais pas, on m'en a parlé, bah tu sais quoi, je sais pas pourquoi j'ai envie d'y aller. Mais en vrai, les gens ils savent pourquoi, c'est une question de sensation. Et ils disent ok, là je le sens que si j'y vais, je vais peut-être pas perdre mon temps, donc j'y vais. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. T'as un truc à rajouter ou pas? Pas du tout. Ok, calme, on va partir. Juste de nous surveiller et qu'on arrive bientôt.